Guy, je voulais vraiment te remercier de ce café Nil de ce matin parce que tu apportes avec les livres, en particulier les trois derniers, celui-ci et les deux d'avant que j'ai pu avoir le plaisir de lire. Tu t'apportes un éclairage qui est un éclairage tout à fait particulier, qui est, j'allais dire, toujours décalé, en même temps extrêmement précieux. Et cette notion de la temporalité, du rapport au temps, il n'y a pas que ça dans ton livre d'ailleurs. Il y a un rapport, il y a un rapport à plus que le temps. Euh, et donc le fait que tu puisses nous en parler aujourd'hui, il me semblait quelque chose de tout à fait important. Voilà, je te laisse la parole avec grand plaisir. Merci encore. Merci à toi, Olivier, de m'accueillir au Café Lille, qui était un vrai succès. Et bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer, effectivement, je vais être assez bref. J'aime mieux échanger que palabrer tout seul, si je puis dire. Et en fait, on ne palabre pas tout seul, on palabre toujours à plusieurs. Et vous parlez effectivement du temps. On est dans une multitude, on vit dans une multitude de temps dont j'ai retenu deux. Le temps chronométrique, le temps artificiel que nous avons créé nous-mêmes jusqu'à la zeta seconde des horloges atomiques, et puis le temps perçu de nos corps, le temps biologique, mouvant, fluide. Et ces deux temps ne vont plus en phase dans un monde où l'accélération des choses, l'accélération de la production, de la communication, du transport, de l'information a explosé et en même temps, avec cette accélération du temps chronométrique, nous subissons ce qui est tout à fait délétère, la pression de la perte des rythmes nictéméraux liée au fait que depuis peu, l'homme vit dans la lumière en permanence. Les villes sont éclairées en permanence, il n'y a plus de nuit. Et les écrans dont nous sommes aujourd'hui utilisateurs, les écrans de nos ordinateurs et de nos smartphones participent à ce dérèglement considérable de nos rythmes nictéméraux, de nos traditions biologiques, des corps d'alternance de jour et de nuit. Si je regarde, tout cela est récent puisque l'homme, en termes de vitesse, a vécu jusqu'à, en gros, on peut dire, les 100 km/h ont été dépassé par Camille Genadzi en 1899 avec sa voiture qui s'appelait du reste la Jamais Contente, qui était un espèce d'obus avec un moteur, curieusement un moteur électrique. Et on voit bien que jusqu'alors, l'homme allait à une vitesse tout à fait supportable. Les chars du Circus Maximus romain et les diligences avançaient, les chars avançaient à peu près à 30-35 km/h. Les diligences jusqu'au 19e siècle, avant que le train ne prenne le relais, les diligences avaient une vitesse de 12 km/h. Donc l'homme a vécu dans des rythmes toujours les mêmes, jusqu'à ce qu'une accélération brutale en moins de 2 siècles arrive à perturber nos rythmes ancestraux. Et ce qui crée en particulier de graves dommages corporels et psychiques, dont nous reparlerons. Et à côté de ce temps artificiel que nous avons voulu créer, qui a abouti à ces désordres, le temps des corps, lui, se retrouve aussi perturbé, en ce sens que les rythmes nictéméraux ne sont plus les mêmes. Nous ne dormons plus comme avant. Et je vous rappelle que la lumière, comme l'électricité, est arrivée, là, je crois que les premières réverbères électriques sont arrivées place du Carrousel rue de Rivoli en 1886, c'est-à-dire il y a très peu de temps pour nous éclairer. Or, le temps perçu de nos corps doit être préservé. Nous avons des rythmes qui datent depuis toujours. Rappelez-vous que les accouchements surviennent à 70% la nuit, avec un maximum, une pointe vers les 4 heures du matin. Et en même temps, ils sont plus fréquents au printemps. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont nos gènes qui savent faire en sorte que l'on accouche la nuit en souvenir, je dirais presque de la protection des nouveau-nés pour ne pas être piqués par les prédateurs.
Donc, nous sommes faits de temps biologique. Nous avons des gènes qui portent du reste des noms temporels comme période, le gène clock, le gène timeless. Et nos cellules, les 30 000 milliards de cellules de nos corps, contiennent ces gènes qui activent ou répressent la production de différents enzymes, de différentes hormones, de protéines, pour faire tourner nos cellules. Et depuis la première bactérie, en passant par les champignons, les plantes qui s'ouvrent et se ferment en fonction du soleil, et les animaux et nous-mêmes, nous sommes totalement sous la dépendance des rythmes biologiques naturels d'alternance d'ombre et de lumière. Et à les perturber, nous altérons gravement un certain nombre de pathologies, notamment le cancer du sein, est bien connu, beaucoup plus fréquent chez les personnels qui travaillent la nuit, notamment les aides-soignantes et les infirmières dans le milieu hospitalier, qui était le bien. Et donc, on voit bien qu'on perturbe profondément l'organisation corporelle en jouant avec cette perte de rythme nictéméral qui est entraînée à la fois par des variations d'horaire de travail et par, pour ceux qui ont la chance de travailler le jour, la permanence des écrans. Vous avez des personnels qui travaillent 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour devant des écrans, dont la lumière bleue est extrêmement pénible pour l'œil. Et puis, la nuit, avec les smartphones, où on voit nombre de gens qui lisent ou qui parcourent leur smartphone jusqu'à minuit, 1 heure du matin, empêchant les rythmes et le développement de la mélatonine. Donc, c'est extrêmement gênant. Je ne sais pas comment on arrivera globalement à pouvoir nous limiter, mais il faudra le faire. On ne peut pas rester dans ce qui devient un enfer jusqu'à ce que même les petits nouveau-nés, enfin pas les nouveau-nés, mais les enfants d'1 an ou 2 ans maintenant, reçoivent de leurs parents des mini portables en plastique, bien sûr, qui n'ont pas de lumière, mais on les habitue déjà à tenir en main un portable et à pianoter sur les touches. C'était terrifiant, quoi. Nous sommes donc dans un tournant de l'humanité, et je dirais que on s'est occupé beaucoup, et c'est bien, du réchauffement climatique, mais il nous manque la Greta Thunberg du speed, du quick, du fast et du bright, hein. La nuisance lumineuse est aussi grave que la charge en CO2 que nous avons créée par notre monde industriel. Donc voilà près de 2 siècles en gros que l'homme est en train de se détruire, pas à pas, gentiment, sans trop le savoir. Si, bien sûr, sur le climat, le pli est pris, je crois que la conscience est là et le monde va peu à peu se transformer. Mais sur le plan du rythme, des rythmes nictéméraux, nous n'y sommes absolument pas, et il va falloir probablement être beaucoup plus violent dans l'organisation de notre emploi du temps par rapport à la lumière. C'est quelque chose qui me frappe énormément. Je pense que vous le sentez tous aussi, et on ne peut pas rester ainsi. Alors, bien évidemment, tout ce qui concerne notamment les réseaux, hein, le développement fou de l'information. Quand je dis de l'information, je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il s'agit surtout d'un bruit de fond, beaucoup plus que d'information, car très peu de données que nous recevons de tous ces réseaux, Twitter et autres, X, Instagram ou tout ce que vous voulez, sont absolument désespérants. Mais c'est désespérant. C'est une réduction de l'humanité. Nous nous rétrécissons peu à peu dans une espèce de priorisation de l'urgence jusqu'aux politiques. Quand je pense que même le président de la République, que j'aime bien, Dieu sait, qui est là à pianoter, à tweeter ou faire tweeter ses équipes tout le temps, tous les jours, nous recevons des quoi? Ce ne sont pas des informations, ce sont des pollutions, carrément, des pollutions, des petits paquets de pollutions qui nous agressent au quotidien et qui n'ont aucun intérêt, car la réaction immédiate de ce type est toujours nocive, est toujours méchante. La distanciation faisant que nous sommes capables des pires vilainies, puisque nous sommes à distance de celui ou de celle qui produit. Et il y a justement sur les réseaux, pour une fois, une très très belle vidéo qui montre, je vous l'avais peut-être vu, qui montre une barrière. De chaque côté de cette barrière, vous avez 2 chiens qui aboient, qui sont là, les crocs devant la langue pendante et qui hurlent et qui hurlent. Et puis la barrière s'ouvre lentement et on voit les chiens qui s'arrêtent
de hurler, qui se regardent. Et puis la barrière se referme, il recommence à s'énerver. Donc les réseaux sont des barrières terrifiantes qui nous permettent de dire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. Ce n'est plus supportable. Il va falloir légiférer de plus en plus. Je ne suis pas de ceux qui veulent contraindre, mais quand on regarde ce que l'on fait de nos vies avec ces moyens récents que nous maîtrisons mal, je m'inquiète. Je m'inquiète et nous sommes dans une perte de vitesse, je dirais, de réflexion, de mûrissement de nos vies sous la pression folle de ces pollutions, de ces nuisances qui n'ont pour la plupart d'entre elles aucun intérêt, sauf parfois, c'est vrai que Facebook, c'est Esther Duflo qui nous en parlait à Cham il y a quelques années, c'était il y a 2 ans je crois, et qui nous disait que Facebook était très utile pour elle, la prix Nobel d'économie, pour aller informer les Indiens sur certains risques, notamment les moustiques, et apprendre à mettre des moustiquaires grâce à Facebook. Je veux bien, mais on pourrait le faire aussi autrement sans forcément passer par Facebook. Simplement, quand on regarde le rapport qualité-nuisance des réseaux, on est dans 95% de nuisance pour 5% de qualité. Je suis désolé d'être aussi violent, mais c'est comme ça que ça se passe. Et on fait vivre effectivement les Google, les Apple, tout ce que vous voulez, les GAFAM et les BAX qui vivent de ces réseaux sans se rendre compte de la pollution, de ce qu'ils sortent de leur pot d'échappement tous les jours. Il faudra donc que l'on pense véritablement à réguler. C'est en train de se faire peu à peu, cela va trop lentement par rapport aux dégradations que cela crée tous les jours dans nos vies familiales, dans nos vies personnelles et dans nos vies sociales et professionnelles. En même temps, je dirais que la conjonction de cette... Enfin, nos corps ne sont pas faits pour cette violence. Vous savez que nous possédons 2 noyaux suprachiasmatiques qui sont 2 petites zones d'1 centimètre carré qui contiennent un peu moins chacune 10 000 neurones, situées très intelligemment au centre du cerveau, dans l'hypothalamus. Et ces 2 petits noyaux suprachiasmatiques sont effectivement, comme leur nom l'indique, situés au-dessus du croisement des nerfs optiques, qui vont, là, le droit va du côté gauche et le gauche du côté droit. Et ces noyaux suprachiasmatiques relaient les informations que reçoivent les cellules à mélanopsine situées dans nos rétines. Et ces cellules à mélanopsine, qui sont à peu près 1 million, c'est-à-dire 1,5 million, c'est-à-dire beaucoup moins que les cônes et surtout que les bâtonnets, cellules à mélanopsine reçoivent la lumière, notamment la lumière bleue. Et elles envoient les informations aux noyaux suprachiasmatiques qui, eux, à leur tour, renvoie des messages à partir des informations reçues en créant des hormones, en créant des enzymes qui vont activer ou non les protéines que contiennent les cellules. Donc notre organisme est totalement réglé par la lumière de l'univers. Totalement. Et nous ne pouvons pas en faire ce que l'on veut comme ça, au prétexte que nous avons besoin d'éclairer. Nous nous dégradons, nous perdons en qualité à cause de cette surexposition quasi permanente que nous avons à la lumière dans ce monde, je dirais, post-industriel où nous vivons, où l'humanité vit plus dans les villes que dans les campagnes. Et donc, dans les villes où on est éclairé à journaux, outre les réverbères, toutes les pubs, le tabac avec sa carotte rouge, le pharmacien avec son image verte, les publicités sur les grands panneaux, on est totalement, je dirais, saturé de lumières inutiles, de lumières inutiles. Donc, je pense que nous aurons à revoir tout cela, tous ensemble, et que nous ne pourrons pas rester dans un délire pareil qui perturbe profondément nos corps et nos esprits. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je ne voudrais pas être trop long, préférant plutôt échanger avec vous pour aller au fond de ce que j'ai écrit et qui est peut-être, comme me le dit Olivier, intéressant. Il est gentil de me le dire, mais je ne suis pas sûr d'avoir raison en tout, et j'aimerais bien votre avis sur ces perturbations. Si vous le sentez comme moi,
ou si vous pensez que je suis un extrémiste violent qu'il faut mettre en prison immédiatement et faire taire parce qu'il a dit n'importe quoi. Voilà, donc je suis tout prêt déjà en première partie peut-être à vous entendre sur ce sujet avant d'aller plus loin, si tu le veux bien, Olivier. Guy, merci pour cette introduction, ce plaidoyer que tu fais sur cette notion de rapport au temps et à la lumière. Je crois que c'est un diagnostic extrêmement fin que tu poses. Il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans ce que tu dis, mais je ne voudrais pas, moi, monopoliser les questions. Et donc, on va passer maintenant à la phase des différentes questions que vous posez à Guy. Vous levez votre petite main jaune, je vous donne la... Ben voilà. Laurent, je te passe la parole tout de suite. Tu te présentes parce que tout le monde ne te connaît pas. Et ensuite, tu poses ta question à Guy, bien entendu. Merci beaucoup, Olivier, et merci, Guy, pour cette présentation. Moi, je partage... Alors, me présenter, je suis radiologue. Je suis radiologue au Havre depuis 1985, mais je m'occupe aussi de pas mal de choses. J'ai été président de la Société française de radiologie et j'ai créé, il y a 5 ans, un réseau qui comprend maintenant 1000 radiologues et radiothérapeutes, qui s'appelle le réseau VITI, qui est à la fois un réseau coopératif pour partager nos expériences, mais aussi maintenant qui s'intéresse à la problématique de la financiarisation. Donc, c'est un autre sujet. Non, je partage complètement le constat et en entendant Guy, je pensais à l'atmosphère de Las Vegas où je suis allé une fois et où j'ai fui rapidement, à propos de la lumière, où à Las Vegas, il n'y a plus de contraste entre effectivement le jour et la nuit, de façon à ce que les joueurs perdent totalement conscience d'unité mère et continuent. On les alimente. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'expérience, mais c'est effrayant. Les gens sont derrière, donc sont sous l'effet de la lumière jour et nuit, avec des serveurs qui viennent les alimenter régulièrement en boisson ou autre chose très riche en sucre. Alors, à la pollution de la lumière, et je partage complètement le constat, je voulais ajouter l'effet de la pollution sonore, qui est aussi, qui a les mêmes effets de destruction de la prise de conscience. Et c'est effrayant d'avoir cette musique de supermarché qu'on a maintenant en permanence, partout où on va, y compris dans certaines salles d'attente de médecins. Et ça, c'est catastrophique. Et je pense que l'effet principal est de nous lobotomiser. Après, et je finirai là-dessus, dans les préoccupations actuelles, je voulais avoir votre avis sur le développement des utérus artificiels. Alors, je ne sais pas quoi penser, mais c'est vrai que on va vers la naissance extra-utérine. Voilà, comme on va vers la déshumanisation, parce que c'est ça le sujet, les utérus artificiels, ou en tout cas la naissance extra-utérine, la croissance extra-utérine, ça accentue encore plus l'effet de la déshumanisation, non? Alors, bon, bien évidemment, il n'y a pas le rapport que peut avoir le fœtus à la mère, qui est le fœtus qui entend assez tôt et qui participe à la vie, même dans son milieu aqueux, avant de sortir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à cultiver des embryons jusqu'à près de 3 semaines. Je pense que les expériences ont été arrêtées pour des raisons éthiques, mais on pourrait aller plus loin. Et en même temps, on arrive à sortir des nouveau-nés au 5e mois et demi. Donc, il reste peu de temps à couvrir que l'on pourrait, et ça, je ne suis pas le premier à l'avoir indiqué, mais loin de là, mais on pourrait très bien se dire que les 2 ou 3 mois qui restent, on pourrait le vivre aussi dans une espèce de couveuse artificielle. À la limite, les couveuses, c'est un peu de l'utérus artificiel. Mais sans le rapport à la mère. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera, quels seront, si on le fera, 2, quel serait le rapport de l'enfant à sa machine, à la limite, parce que, bien évidemment, la mère et les parents et les autres pourraient venir voir et dire bonjour, saluer, participer, être là. Je ne sais pas du tout comment ça se passerait.
mais il est clair que ce sera faisable. Oui. Et donc, il y aura des tentatives, il y aura des essais de fait. Est-ce que l'humanité sera capable de légiférer et de dire stop, on arrête là ou pas? Je n'en sais rien. Ça, c'est à nous ensemble de réfléchir à cela. Absolument. Qui a une question pour Guy? Samir. Oui, bonjour, Samir Toubal de la Mutualité Française, je suis chef de projet à la direction santé. C'est très intéressant de vous entendre sur ces sujets. Il y a quelque chose aussi qui me fait penser, vous parlez de temps différents, je pense qu'il y a la notion aussi de temps psychologique. On a le temps biologique, mais on est dans un temps psychologique maintenant où on est vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, dans l'immédiateté. On ne prend plus, mais partout, les décisions étatiques. Les enfants, quand ils sont sur les écrans, il faut tout de suite qu'ils aient l'info. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de raisonnement. On est dans l'émotionnel. Et moi, je trouve franchement que le temps psychologique est en train de nous détruire quelque part parce on veut tout de suite. Il n'y a plus de raisonnement, il y a plus de. On regarde les chaînes d'infos, il y a plus d'investigation. Les décisions sont prises de plus en plus rapidement. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de cette société qui est vraiment dans l'urgence et l'immédiateté et on ne prend jamais des très très bonnes décisions dans ces cas-là, je pense. Je suis complètement d'accord avec vous. Je l'ai souligné, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Nous sommes dans une société qui va beaucoup trop vite, qui avale sans mâcher, je dirais. Hein, voilà. Et c'est pour cela que je milite pour que nous ralentissions. Et il y a un bon exemple. Regardez, quand vous êtes à plusieurs, vous êtes en train de. Vous marchez et vous discutez à plusieurs, sur la plage, par exemple, ou dans la rue. Là. Et puis tout d'un coup, vous avez une idée qui vous arrive. Que faites-vous? Vous portez la tête et dites, attends, il faut que je te dise, vous ralentissez pour vous exprimer. C'est incroyable. Vous ralentissez. On a tous fait cette expérience. Et Aristote le savait bien, qui avait ses élèves au lycée d'Athènes, qui marchaient, qui déambulaient tranquillement pour parler de philosophie, parce qu'ils étaient dans la lenteur, dans le pas lent. Et aujourd'hui, on a totalement accéléré et on perturbe, là encore, nos réseaux neuronaux à vouloir accélérer la vitesse de nos réactions. Il faut savoir prendre le temps. Et quand je dis ralentir, ça ne veut pas dire que l'économie s'arrête. Je ne suis pas un décliniste et un écolâtre qui veut arrêter la production industrielle, bien évidemment non. Mais il va falloir l'adapter à nos vrais besoins et non pas à nos petites envies idiotes qui sont des éléments de pollution considérables. Ça, c'est tout un travail de fond qui s'apprend par l'éducation. Or, quand vous regardez l'état de l'école aujourd'hui, effectivement, on n'a plus beaucoup d'éducation globalement. Hein. Et c'est inquiétant parce que, comme vous le soulignez, on vit dans l'immédiateté mortifère de sociétés qui se délitent. Et c'est pour ça que le politique n'a plus aucun, à la limite, je dirais aucun pouvoir. Il fait du bruit lui-même. Il ne sait plus où aller. Il n'y a plus de... Qui nous propose une vision à 20 ans? Le dernier qu'il a fait, c'est De Gaulle, en disant la France, puissance. D'où le CEA créé en 1946, la force atomique, la puissance. C'était une vision lointaine avec les plans. Nous avions des plans à l'époque, avec des hauts commissaires qui étaient des vrais hauts fonctionnaires qui savaient être dans la durée. Aujourd'hui, on lance des trucs comme ça, puis 6 mois après, ça disparaît. On l'a lancé, on est content et plus personne n'en parle. Donc c'est extrêmement dangereux pour nos démocraties. Et on voit très bien que les pays totalitaires qui organisent, qui régimentent, sont bien vus, parce que les gens n'en peuvent plus de ce charivari permanent de nos vies qui ne savent pas où elles vont. Donc je suis d'accord avec vous, danger majeur. Merci. Lydia Villefeu. Allô, bonjour. Alors peut-être que l'image ne va pas apparaître. Bonjour, je vous appelle de Bretagne, de Brest en particulier. Oh, bienvenue la Bretonne. Et justement, la Bretonne, et voulais juste savoir si vous connaissez la nouvelle chaire universitaire qui s'appelle Noz Brez, la nuit bretonne, et qui a été, donc est un programme universitaire transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on est allé chercher
à la fois des neurosciences, on est allé chercher de la géoarchie, de la psychosociale, de l'écologie, et puis des spécialistes du littoral également. Ça fait quoi d'avoir une mer lumineuse, enfin des villes de bord de mer trop allumées. Donc le programme a démarré l'année dernière et je me demande si vous ne seriez pas pour eux une personne experte au moment où ils ont démarré leurs travaux. Ils en ont pour plusieurs années, soutenus par une fondation universitaire. Et je trouve que ce que vous dites est en résonance parfaite avec l'envie qu'ils ont de travailler en transdisciplinaire pour essayer d'apporter, peut-être pas les solutions, mais en tout cas éveiller les consciences de nos politiques et de notre société. Ah, quelle belle idée, quelle belle Noz idée. Brez. Noz Brez, c'est beau ça. Vous êtes où en Bretagne vous-même? À Brest même. Et le à Brest même, vous êtes vraiment tout au bout, vous êtes finistérienne. Je suis même devant Ouessant. Je suis devant Ouessant. Et du coup, j'ai juste retrouvé les 3 axes sur lesquels il travaille. Dynamique de la ville nocturne. Donc là, ça renvoie sur l'économie et voilà. Ville numérique et éclairage public. Oui. Et le 3e axe, pollution lumineuse et trame noire. C'est exactement ça. Ah, mais tout à fait. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Je vous engage à vraiment déjà un peu pianoter pour les retrouver. Oui. Je vais leur parler de vous. Voilà. Merci parce que vous pourriez être un intervenant pour eux. Oui, tout à fait. Ça m'intéresse énormément et bravo d'avoir eu cette initiative. Il faudrait qu'on les multiplie en région. Oui. Parce que c'est peut-être par là, c'est par la citoyenneté, je pense, c'est par nous-mêmes. Il ne faut rien attendre des organismes nationaux ou internationaux, il faut lancer les choses nous-mêmes, comme vous le faites là, c'est bravo. Hein. Je suis très heureux d'entendre ça. Je leur transmettrai, mais vous savez bien, il y a un petit slogan qui dit que tout commence en Finistère. Donc voilà, on lance l'idée, puis si d'autres universités se mettent à ce projet-là, ce serait merveilleux, je pense. Vraiment intéressant, je vous remercie de l'information, vraiment. Merci. Lydia, j'aimerais bien qu'on reste en contact également parce qu'on travaille beaucoup sur le One Health. Ah oui, tout à fait. Et que ces questions-là sont des questions qui sont cruciales pour justement pour le One Health. On vient de créer un do-tank qui s'appelle France for One Health. Je me suis inscrite à la newsletter. Écoutez, voilà, c'est parfait. Et je pense qu'il y aurait très certainement avec cette initiative, il y aurait très certainement des choses à faire. Merci. On ne sait pas du reste, Olivier, ce que font ces perturbations sur les animaux, notamment les animaux de compagnie. Autant à la campagne, dans les champs, quand les bovidés ou les caprins autres sont dans les prés, et là, ils gardent, eux, les rythmes nictéméraux, mais les animaux de compagnie doivent être soumis, comme nous, à ces dérèglements sans qu'on ne se rende compte exactement de ce qui leur arrive. Je ne sais pas s'il y a des études vétérinaires là-dessus. Je ne sais pas du tout, il faudrait voir ça avec l'INRAE, mais ce qui est tout à fait frappant, c'est d'arriver par exemple sur Paris, quand on vient de province, de mon coin de Bourgogne, sur lequel tu as fait une remarque qui m'a beaucoup touché, puisque tu as signalé l'intérêt de l'époisse et du Gevrey-Chambertin dans ton livre, mais ce qui est extrêmement frappant, c'est ce dôme orange qui commence à pointer à peu près à 35 km de Paris et sur lequel on arrive. Et là, on a d'un seul coup une accélération de tous les rythmes qui se fait, alors qu'auparavant, on était sur l'autoroute dans le noir et qu'il ne se passait pas grand-chose. Cette sensation très subjective est quelque chose qui m'a toujours frappé. Oui, tu as Alors raison. moi, j'avais une question pour toi avant de passer la parole à Anne. C'est, tu fais de l'anti-transhumanisme d'une certaine manière. Dire que cette espèce de vision qui a été soutenue par Laurent Alexandre, j'ai vu qu'il avait relu aussi ton livre, puisque tu le cites à la fin dans les remerciements. Ça veut dire aux transhumains ou à ceux qui sont portés par cette forme d'idéologie, je dirais, plus qu'autre chose. C'est quelque chose sur lequel tu as pris une position. Ah oui, je suis d'une fermeté totale là-dessus. Autant l'utilité des outils numériques bien conçus et adaptés à nos besoins est tout à fait là et je n'ai pas à la discuter. Autant je suis extrêmement prudent sur ce que fait Musk, alors qui aujourd'hui veut pucer le cerveau
de certains malades ayant des pathologies neurologiques, comme on sait que les Parkinson, quand on électrifie leurs électrodes, s'arrêtent de trembler, et puis quand on arrête de passer l'électricité, retremble. C'est une merveille. Mais jusqu'où irons-nous? On commence par les malades. Et ensuite, on va s'attaquer à l'homme sain en disant, mais attends, on va te mettre des puces pour que tu puisses avoir plus de mémoire, calculer plus vite et, semble-t-il, faire semblant d'être plus intelligent. Et si on fait ça, on devient les proies et les esclaves totaux de ceux qui nous auront implantés, qui pourront jouer ou pas, ou des hackers qui nous dérégleront pour nous dominer. Donc, je suis totalement en opposition là-dessus. Autant je suis un technophile, enfin, je pense l'avoir prouvé en développant des techniques chirurgicales et tout ça. Là-dessus, au contraire, plus on peut améliorer, plus on peut aider, plus on peut soulager avec tous les outils, qu'ils soient médicamenteux ou matériels, allons-y. Mais gare à cette tentation démiurgique, une espèce d'hubris de vouloir être encore plus fort. Nous ne serons jamais plus forts que la nature. L'univers est d'une puissance colossale. Nous sommes des petits pions qui avons commencé à vouloir être plus forts, et on joue de nos petits points rageurs, mais on va le payer très cher. Et nous sommes en plus des êtres temporaires. On sait que le Soleil, notre cher astre, en est à la moitié de son temps, c'est-à-dire il a fait 5 milliards d'années, il est à peu près à 5 milliards, il lui en reste encore la moitié à faire, et que nous sommes, nous, à quelques centaines de millions d'années, probablement à tenter de disparaître. D'où on voit cette espèce de folie complète de la volonté d'aller s'installer ailleurs, mais dans des conditions impossibles. Nos corps sont faits pour la planète bleue, c'est tout. Et quand on voit l'état dans lequel est revenu Valéry Polyakov, le médecin astronaute, qui a passé 1 an et demi dans la station Mir à l'époque, c'était désastreux. Ses ligaments vertébraux s'étaient allongés, ses os avaient pris 4 cm de long en 1 an et demi, ses muscles avaient complètement fondu, son cœur ne battait plus au rythme, c'est épouvantable. Les conditions astrales sont désastreuses. Je ne parle pas des températures et autres. Donc oui, on va effectivement aller installer une ville sur la Lune pour aller chercher 3 cailloux. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là-haut? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis de plus en plus sceptique. J'espère que Thomas Pesquet ne m'en voudra pas, mais de plus en plus sceptique sur l'utilité d'aller chercher quoi ailleurs. Quand on sait que nous ne connaissons rien des océans, rien de la Terre, l'argent mis à la recherche océanique est minable par rapport à ce qu'on a dépensé. Le spatial, ça fait maintenant, en gros, toute équipe confondue, on doit être à 150 milliards de dépensés. Et pour les océans, on est à quelques millions. Il y a quelques équipes qui vont comme ça pour essayer de voir ce qui se passe au fond, alors que c'est de là que nous venons. Et moi, j'aimerais beaucoup comprendre pourquoi je suis ce que je suis, comme toi et les autres qui sont là avec nous en discussion. Et ça, c'est à partir de la connaissance des fonds marins. Nous ne connaissons rien de notre planète et on veut aller ailleurs. Donc, je m'emporte, je suis un anti-transhumain et un anti-post-humain encore plus, car le post-humain qui pense que le cerveau, ceux qui se font cryogéner en disant qu'ils pourront faire revivre leur cerveau grâce à des outils qui permettront de les faire semblant de revivre, c'est de la folie. Nous sommes faits de sensations. Et sans les sens, sans le toucher, la vue, l'ouïe dont on parlait tout à l'heure, le goût et l'odorat, nous ne sommes rien. C'est par les sensations que nos intelligences se font. Et si nous sommes purement des machines, nos ordinateurs n'ont aucune sensation. Ils sont très utiles, mais ils sont très très cons quand on regarde. L'intelligence artificielle est débile. C'est pas de l'intelligence, on se trompe de mots. C'est du calcul et c'est de la statistique. Mais un ordinateur n'a aucune sensation de mort. Un ordinateur n'a aucune sensation d'aimer. Un ordinateur ne reçoit rien de son environnement en dehors des bits qu'on lui balance en appuyant sur des boutons. Donc là, je m'emporte complètement contre cette vision d'une transformation humaine pour faire quoi en plus? Quand on regarde le désastre, quand on regarde qu'encore aujourd'hui, l'ONU nous dit que nous sommes à plus de 800 millions d'êtres humains qui ne mangent pas à leur faim. Est-ce acceptable? Nous avons tous les moyens, les pays industrialisés, de transformer nos économies vers cette indispensable nécessité absolue d'aller alimenter celles et ceux qui n'ont pas les moyens de le faire aujourd'hui. C'est pour moi le plus grand des scandales.
Et que fait-on, les pays occidentaux, à continuer à polluer avec des outils dont on n'a rien à faire, des instruments, des joujoux qui coûtent des fortunes, qui dépensent du CO2 à tire-larigot, quand on voit que il y a 10% de la population mondiale qui ne bouffe pas à sa faim. C'est ça le scandale du scandale. Et nous avons tous les moyens d'y parer. Ensemble, je suis assez révolté, donc ne me parle pas de transhumanisme je suis en opposition totale avec Laurent là-dessus, bien sûr, Laurent Alexandre. On s'entend très bien, mais on ne partage absolument pas la même vision de l'humanité. Tout à fait. Anne. Oui, bonjour Guy, merci infiniment bonjour, de tout Anne. ça. Bonjour. Question, est-ce que par hasard, les problèmes énergétiques que nous avons, c'est-à-dire en l'occurrence la nécessité de faire des économies, donc de baisser les lumières, etc., est-ce que ça ne va pas nous aider à régler au moins partiellement la partie de la pollution lumineuse? Est-ce que tu y crois? Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il va falloir, on va faire de plus en plus attention. Je suis convaincu de ça. Et qu'on va peut-être retrouver des rythmes de nuit et de jour que nos corps ont en eux et que nous avons profondément perturbés. J'en suis convaincu. Parce qu'ils ne vont pas s'adapter. Enfin, ils ne vont pas s'adapter, c'est faux. Hein. Darwin nous le dit tous les jours. Peut-être que parmi nous, il y en a quelques-uns, et c'est ça l'évolution, qui ont des gènes qui vont permettre qu'ils s'adaptent et que les autres, comme moi, vont mourir en disant bah, écoute, tu es un vieux con et tu es incapable de t'adapter à la lumière de nuit, ciao, ciao. Je ne sais pas, mais sinon, je pense qu'effectivement, il faut qu'on apprenne à retrouver la nuit. Et ce que disait Olivier sur les dômes, j'ai moi-même une maison en Bretagne où je suis face à Bréa, à l'embouchure de la rivière du Trieux. C'est absolument superbe. Mais j'en peste parce que sur la droite, à 8 km de là, à 10 km de là, je vois effectivement la lumière, le ciel de Paimpol, où Paimpol était illuminé la nuit. Je trouve ça. Donc, je n'ai pas la nuit complète. Hein, et j'ai du mal parfois à voir les étoiles. Et si on veut voir les étoiles, il faut monter au-dessus de 1000 mètres sur le plateau de Mille Vaches, à distance de tout, pour là contempler un ciel absolument fabuleux. C'est quand même dommage. Il faut que tu viennes chez nous parce qu'on a la possibilité de le faire. C'est vrai. Eh oui, eh oui. Alors, Richard. Richard, tu m'entends? Bonjour Guy, je voudrais me tourner là vers Salut, Richard. On est parti sur le temps et là on dévie beaucoup sur autre chose que le temps. Et je voudrais, toi qui as été chirurgien, je pense aux avions, je pense que le problème, comment tu intègres dans la nécessité de ralentir, la nécessité des décisions immédiates? Parce qu'il y a besoin quand même de décisions immédiates dans la vie, il y en a souvent. Je te cite que si tu as une hémorragie, il faut prendre une décision immédiate. Donc je voudrais comment tu arriverais à intégrer la prise de décision immédiate. Tu as ton avion qui décroche, tu as des tas de moments où il faut les prendre, ces décisions immédiates. Ralentir la décision immédiate ou la prendre et ensuite se reposer, attendre et réfléchir pour avancer le temps. Comment tu peux intégrer ça dans l'accélération du monde? Parce qu'il y a des moments où c'est les très bons qui vont très vite qui prennent la bonne décision. Et tu le sais bien, puisque justement en vieillissant, nous prenons les décisions moins vite. Et quand tu travailles avec des gens où il faut prendre des décisions vite, on te dit mais non, maintenant vous êtes trop vieux, vous ne pouvez pas prendre la décision. Il y a des métiers où les décisions doivent être immédiates. Comment tu intègres ça dans le temps? Alors, il y a ça des saigne. cas. Voilà. Non, Guy, ça bien saigne. sûr. Qu'est-ce que tu fais? Non, il y a des cas où on doit prendre une décision immédiate. Il y a de bonnes décisions immédiates, mais elles sont rares. Quand tu regardes dans ta vie, le nombre de fois où tu dois parer à un accident est exceptionnel. Ce n'est pas une fois par jour. Donc, on a toujours le temps, en dehors du fait que ça saigne, mais ça, on sait le geste à faire. Il faut clamper. Donc, pince et hop, tu mets. Tu n'as même pas à réfléchir, c'est automatique. Et tu as fait mais ça ne change pas, en gros, ton programme, globalement. Sauf si le saignement est tel que tu dois arrêter d'opérer, ce qui est rare. Donc, moi, je ne mets pas en opposition la décision immédiate et la folie des décisions inutiles qui nous polluent. C'est l'inutilité qui est à préserver. Mais quand on regarde, aujourd'hui, la somme, pourquoi la perte de sens? Comment veux-tu travailler quand tu reçois des dizaines, des cinquantaines, des centaines de mails par jour, plus le SMS à côté sur ton portable, plus le téléphone parfois, le téléphone fixe, enfin plus les informations que tu as sur le côté, les chaînes en boucle, qui sont insupportables et odieuses de panique. Quand tu vois les bandeaux des BFM TV, mais c'est à vomir. Je veux dire, tu n'as que de la panique.
Comment peux-tu tenir? Et avec des entreprises qui ne savent plus où elles vont, comment veux-tu que les personnels aient du sens dans leur boulot? Donc c'est ça que je veux retrouver, moi. C'est qu'on ait le travail dans la durée. C'est presque à la limite, je dirais, je milite presque pour l'artisan, hein, qui construit son panier. Un artisan qui fait un panier, il fait tout le panier. Aujourd'hui, tu vas avoir 10 artisans. Il y en a un qui va faire une partie de l'anse, l'autre qui va faire une partie du fond, le troisième qui va faire une partie des bords, et sans savoir exactement quelle sera la forme du panier final. Donc on voit bien la perte de sens des travailleurs et des travailleuses, comme disait Marchand, comme disait Georges Marchais à l'époque. Travailleurs, travailleuses. Et donc, ou travailleuses, travailleurs. Mais voilà. Je crois qu'il faut vraiment intégrer la notion. Il y a une notion qui me paraît importante dans le temps, c'est la notion du suivi. Parce que je trouve que si tu veux, très souvent, tu as une réponse à l'instantanéité et tu n'as pas de suivi après. Et donc, une chose peut-être à développer de façon très importante, c'est la persistance de l'idée. Parce que le nombre de gens et le nombre de messages qui sont dans l'immédiateté et qui ne sont pas suivis. Donc, je voudrais que tu essayes d'intégrer, si tu veux, dans la réflexion, c'est à la fois la nécessité d'une immédiateté, mais que cette immédiateté doit être après suivie puisque ce qu'on reproche souvent, c'est qu'on n'a pas de retour. Jamais, on ne sait jamais ce qui s'est fait. Regarde les infos en permanence, tu as une info à l'instant T, brutale, réaction, et puis tu ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Un jour après, on n'en parle même plus d'ailleurs. Tout à fait. Donc, je trouve que dans cette notion-là, il y a cette notion aussi de nuance. Peut-être que le temps est une sinusoïde qui doit avoir des moments d'accélération et des moments de ralentissement pour réfléchir, et peut-être qu'il faudrait apprendre aux concitoyens à s'arrêter. Oui. Parce que et donc là, il y a une vraie réflexion supplémentaire, je crois. Voilà ce que tu en penses. Non, mais je suis d'accord avec toi. Nous n'avons pas assez de retour d'expérience. Et alors ça, s'il y a une corporation qui sait le faire, c'est l'armée. Et pourquoi est-elle remarquable dans son organisation? C'est impressionnant de voir comment les strates de décision arrivent à se concentrer au moment des combats, hein, pour faire en sorte que celui ou celle qui est vraiment sur le terrain puisse avoir la main sur les choses. Et en même temps, analyse de ce qui s'est passé et modification de la tactique en fonction d'eux, en permanence. Et ça, c'est très fort. C'est tout à fait fort. On devrait prendre exemple beaucoup plus sur ce que font les militaires, qui ont un sens de l'organisation humaine qui est très, très développé, contrairement à ce qu'on croit. Ce n'est pas marche ou crève, 1-2, 1-2. C'est beaucoup plus fin que cela. Bien, question suivante, Frédéric Maillard. Oui, bonjour Guy. Frédéric Maillard, je dirige une agence de communication spécialisée dans la santé. Oui. Vous avez dû voir on s'est croisés récemment, vous avez dû voir qu'en début d'année, nos amis chinois ont trouvé quelque chose d'extrêmement intéressant. Ils ont interdit à leurs ados de se connecter sur les réseaux sociaux plus de 2 heures par jour. Absolument. À côté de ça, ils fabriquent les Apple. À côté de ça, ils développent des applications comme TikTok. Est-ce qu'ils n'ont pas finalement trouvé en 2023 une arme extrêmement forte pour, à terme, je dirais, battre nos démocraties? Et comment peut-on s'y opposer aujourd'hui quand on est une démocratie? Bonne question. Tout à fait. On a vu effectivement qu'il y a cette dualité chinoise d'interdiction pour les jeunes d'avoir plus de temps devant les écrans. Je pense qu'on devrait le suivre parce que c'est extrêmement délétère. Et en même temps, ce sont eux qui produisent tous ces réseaux qui nous polluent. C'est très malin. C'est très, très malin. La Chine, est dans le temps long. Beaucoup plus que l'Occident. C'est fou. Moi, j'ai été en Chine la première année, il y a plus de 40 ans, non, en 85, pour aller former mes collègues. Et c'était l'époque où les rues de Shanghai, de Pékin, de Nankin étaient pleines de bicyclettes et d'hommes et de femmes à col bleu, Mao. Aujourd'hui, j'y suis retourné plusieurs fois. Tous les 10 ans, je retournais en Chine. Et quand on va aujourd'hui en Chine, à Shanghai, on voit des gens qui roulent en Lamborghini, en Ferrari et autres Maserati, autre monde. Donc la Chine est très, très maligne. Elle adopte tous les process industriels, je dirais, occidentaux, pour lentement essayer d'arriver à dominer le monde progressivement par ces routes de la soie. C'est quelque chose de très, très malin. Le Chinois vit dans le temps long, lui, toujours. Il est beaucoup moins dans l'immédiateté que nous. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a un début de révolte en Chine. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on voit des jeunes qui maintenant, notamment à Hong Kong, se sont couchés par terre pour dire stop au productivisme à tout crin, respirons un peu. Et je suis très frappé de voir que la jeune génération, chez nous aussi,
Quand on dit que les jeunes ne veulent plus travailler, ce n'est pas vrai du tout. Mais ils veulent adapter leur temps de travail à leur vie personnelle. Et je trouve ça très sain. Ce sont probablement eux, les jeunes internes. J'étais en train de discuter avec les jeunes de l'ISNI hier. Ils sont tout à fait... Ils travaillent, hein, mais ils ne veulent plus être débordés de boulot, à ne plus pouvoir respirer eux-mêmes. Je trouve qu'ils ont compris. Ils ont compris quelle était la pollution, au-delà de la pollution industrielle, la pollution personnelle qui était la leur, et ils veulent ne pas nous imiter dans ce sens-là. Nous avons peut-être trop travaillé. Moi, j'ai jamais eu l'impression de bosser, mais peut-être qu'on a quand même été trop dans l'activité et peut-être pas assez dans la réflexion personnelle. La jeune génération, elle est très positive là-dessus. Moi, j'y crois beaucoup. C'est elle qui va nous contraindre à réviser nos vitesses de production. Et tant mieux, tant mieux. C'est par sa lenteur, je dirais son poids, sa pesanteur saine, hein, qu'elle va nous permettre de retrouver peut-être des rythmes plus en phase avec l'univers dont nous sommes faits. Jean-Paul. Oui, merci Guy pour cette note d'optimisme. Mettez vos caméras, hein. Ouais. Que tu viens de donner à l'instant, parce que justement, moi, je voulais t'interroger sur deux choses sur lesquelles je voulais intervenir. Le premier, c'est ce qui se passe depuis la crise Covid, où on voit qu'une partie de la population, alors bien sûr, je dirais que c'est un signal faible pour l'instant, mais une partie de la population vit sa profession et son lieu de vie de façon différente, en quittant les grandes villes et en allant sur des villes moyennes où on retrouve une qualité de vie, voire en ruralité. Et c'est souvent des jeunes avec des enfants, etc. Alors, je voulais t'interroger par rapport à ça. Est-ce que finalement, il n'y a pas là le ferment, et ça rejoint ce que tu viens de dire à l'instant sur nos jeunes générations d'internes, est-ce qu'il n'y a pas là le ferment d'un certain retournement de notre mode de vie qu'on a un peu poussé à l'extrême, et est-ce que on n'y verrait pas une espèce d'utilisation justement de ce temps d'immédiateté grâce, comme on le fait aujourd'hui, la visioconférence, quoi. C'est un côté merveilleux. Je ne sais pas où tu es, mais on est tous aux quatre coins de la France et on se retrouve tous ce matin. Donc c'est vrai que c'est un côté merveilleux. On a même des gens de Cayenne. Voilà, sans qu'on soit obligé de se déplacer avec tout ce que ça veut dire. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, il me semble que dans le temps et le temps perçu, et tu n'en as pas parlé, il y a un rapport au temps qui est très différent selon le rôle de chacun dans la société. Je m'explique. On voit bien que le politique aujourd'hui, il a un rapport au temps qui est un rapport dans l'immédiateté, parce que l'échéance la plus lointaine, c'est au pire du pire les 5 ans de la prochaine élection. Donc c'est souvent quelques mois, 1 an, 2 ans, etc. Or, nos organisations sociales, les réformes que l'on peut faire ne peuvent pas vivre sur ce rythme-là, et on le voit à tous les niveaux. On dénonce un PLFSS annuel, on veut de la pluriannualité, on dénonce des réformes qui voient jamais le jour, parce que on réforme pas de façon durable un système aussi complexe que le nôtre, que tu connais bien et que nous partageons, sans donner du temps au temps, même si on veut renverser la table. On sait bien que nos organisations ont besoin de temps. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de schisme entre certains ou certaines activités qui sont complètement parties dans une immédiateté du temps et un rapport au temps dans l'immédiateté, et d'autres organisations, d'autres façons de fonctionner qui ont besoin de temps? Et moi, je partage complètement ce que tu dis sur la notion d'un temps nécessaire dans les évolutions. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de décalage, de schisme? Et peut-être que d'ailleurs, le désamour avec nos politiques vient peut-être un peu de ça aussi. C'est ce que tu disais, la vision de De Gaulle, la stratégie. Moi, quand je vois Macron qui dit on va rembourser les préservatifs aux gamins de 14 ans, moi, j'attends pas ça du président de la République. Moi, j'attends du président de la République qu'il nous dise voilà la vision que je vous propose pour notre système de santé dans 20 ans. Et ça, je ne l'ai pas. Oui. Oui, je te suis tout à fait, Jean-Paul. Alors, sur la première question, oui, j'espère avoir en partie répondu comme toi. On voit bien que tant mieux si la jeune génération a pris conscience
de la vitesse excessive dans laquelle elle vit et qu'elle veut revenir un peu aux sources, sans être paresseuse du tout. Hein. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'art de vivre, hein, au bon sens du terme. Et je pense que toutes les technologies que nous allons développer, les plus disruptives en termes de numérique et autres, doivent nous aider à cela, hein. Nous alléger complètement d'un nombre de tâches considérables, nous permettant de rester à la communication, à l'entretien entre nous, à la communication des êtres. C'est ça en fait. Donc ne pas avoir peur de ces progrès technologiques à condition qu'ils ne servent qu'à nous libérer pour nous retrouver entre humains et avec les autres, avec les animaux aussi, je veux dire avec les plantes. Là, on rentre dans le One Health, hein, mais c'est une évidence. Nous ne sommes qu'une partie, toute petite partie du monde. Et sur le deuxième point, écoute, en politique, bien évidemment, je pense que l'erreur fondamentale et que beaucoup partagent aujourd'hui, ça a été de passer du septennat au quinquennat et de mettre en conjonction les élections législatives et présidentielles. C'est une catastrophe. Et que la première chose à faire, ce sera de revenir à un temps long de la présidence avec des élections d'un Parlement qui ne soit pas calé à 2 mois près sur la même date, de façon à permettre des alternances. Ça, il faut le vivre. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait, je ne comprends pas pourquoi on a accéléré. Alors, on n'est pas les pires, parce qu'aux États-Unis, on en est à 4 ans et renouvelable une fois. C'est très court. Regarde aux États-Unis, à peine nommé, tu penses déjà au mid-term et ensuite, hop, après ça, tu ne fais plus que de t'occuper de ta réélection. Donc, le politique s'est gâché lui-même dans l'accélération de sa vie. De son mouvement électoral. Et c'est vrai que nous n'avons plus de vision à moyen terme. Si je regarde, par exemple, j'ai fait un petit papier là, dans les Échos l'autre jour sur la vaccination anti-cancer. Si je regarde à 30 ans, 20-30 ans, la cancérologie risque de disparaître. Il faut le savoir. Or, on va mettre 12 ans, 13 ans à former des chirurgiens oncologues. Ils vont devenir chômeurs. Et on va continuer à construire des centres anti-cancer, il n'y en aura plus besoin. On n'a plus besoin de sanatorium, il n'y a plus de tuberculose. Et ça va mettre ce temps-là, parce que la vitesse à laquelle vont les labos qui bossent sur le sujet est incroyable. Hein. Déjà, 4 cancers sont en expérimentation, avec des résultats qui sont tout à fait prometteurs, et ça ne va faire qu'aller beaucoup plus vite. Donc, pour une fois, et là, je suis très frappé de voir que dans ce monde où tout le monde se plaint, quand on regarde que l'on puisse, à terme, hein, éradiquer une des maladies les plus graves, qui tue, qui fait mal. Hein. Deuxièmement, quand on regarde que l'on va vers la fusion nucléaire, cette énergie propre, éternelle, le soleil en gros, alors qu'on s'empoisonne avec des éoliennes et puis des voltaïques, que l'on fonce sur la fusion, que l'on tarisse le cancer, mais on devrait être heureux. Hein. On devrait être heureux et se dire mais la Terre est merveilleuse, l'humanité est fantastique. Ben non. On n'est pas content et on râle. Quand je vous entends parler tous les deux sur cette notion d'une jeunesse sage, on va dire, il y a quand même quelque chose qui me frappe, moi, dans cette... Il y a quand même un point de rupture entre ceux qui partent et qui vont s'installer dans des villes moyennes. Et je trouve que c'est très bien, ce mouvement. Chez Nil, on a 2 personnes comme ça qui ont quitté Paris pour retrouver une qualité de vie et c'est un plaisir que de les savoir là où ils sont. Parce qu'ils travaillent avec nous quand même, ça n'a pas changé le fonctionnement de l'équipe. Mais on a à Paris quand même toute une population de jeunes qui, à l'heure actuelle, sont plutôt dans le temps, dans ce que vous décrivez, mais qui sont absolument cyniques par rapport au fait que ils vont manger de la malbouffe, se faire livrer par Uber Eats et consommer du Netflix, alors même qu'ils voudraient avoir des lombricomposts sur les balcons haussmanniens. On est quand même dans une société qui est complètement infantile. Oui. Pour une partie de... Et l'infantilisme, c'est l'immédiateté quand même. Oui. Je te suis complètement là-dessus. Tu as tout à fait raison. Nous ne sommes pas sains. On a encore de sacrés travers.
et la jeune génération aussi, tu as raison, elle se gorge de TikTok et d'Instagram et de Netflix, tu as complètement raison, mais peut-être que peu à peu, les choses vont venir, à condition qu'on leur offre de l'intelligence, du partage, de la communauté. C'est ça que recherchent les gens, dans un monde de plus en plus solitaire, hein, où on court sans regarder le voisin. Mais cette notion de culture, justement, où tout le monde s'aperçoit que la culture scientifique est en train de régresser drastiquement dans la population en général, cette notion, elle nécessite un temps long. C'est-à-dire qu'auparavant, il fallait passer du temps à étudier, à compulser des ouvrages, à lire un certain nombre de traités de philosophie, de médecine, de mathématiques et d'autres choses. Mais il y avait un fonds culturel qui était valorisé. À l'heure actuelle, est-ce que tu estimes, toi, que le fonds culturel reste quelque chose de valorisé? Non, et notamment en matière scientifique, mais ça, c'est le drame du publish or perish, hein. On a totalement, je dirais, déconsidéré, enfin, décru la qualité des publications. Aujourd'hui, il y a des revues, notamment en Asie, qui se créent tout le temps, où on paye, sans même des revues, sans même comité éditorial, hein, et de validation de ce que tu dis. C'est n'importe quoi. Donc, on est dans une submersion de soi-disant connaissances. On nous indique qu'effectivement, en 72 jours, en 2 mois et demi, la somme des soi-disant connaissances mondiales double. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc là encore, il n'y a pas d'organismes internationaux qui puissent aujourd'hui mettre le haut là en disant attention, revenons à une qualité d'expertise, une qualité d'analyse des données scientifiques qui soit la bonne. Non, non, pas du tout. C'est devenu un espèce de grand marché et c'est dramatique. C'est dramatique. Je suis d'accord avec toi. Quelles seraient les solutions? Est-ce que c'est des solutions du type académie ou qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les solutions seraient probablement de revoir en international. Simplement, le problème est que nous vivons sur des instances internationales qui ont vieilli, qui datent de la victoire de 1945, hein, quand on regarde. Quand on voit l'ONU, comment se fait-il qu'à l'ONU, que le Conseil de sécurité soit fait de l'Angleterre, 68 millions d'habitants, comme nous, 65, de la France, 68 millions d'habitants. Alors, il y a les États-Unis et la Chine. Mais les États-Unis, 350 millions, et la Chine, 100 milliards, 4. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment 5 pays comme ça peuvent tenir le monde? L'Inde n'a pas le droit d'y être? Elle n'a pas le droit d'être au Conseil de sécurité, elle qui est devenue la première puissance en termes de démographie au monde, avec l'arme nucléaire. Donc il faut qu'on revoie complètement les instances, l'OMS, l'OTAN, tout est à revoir, tout est à reconstruire, et c'est pas simple, parce que chacun s'accroche à son précaré. Mais on ne pourra pas rester sur ces données d'institutions créées à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour essayer d'aplanir les conflits. C'est fini, il faut repenser totalement le monde, et ça mettra du temps. Alors ça va mettre du temps. Là-dessus, tu peux avoir mon pari qu'on va mettre des années avant d'y arriver, et pourtant, c'est une nécessité. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions pour Guy? Alors moi, j'en ai une. Hein. Vas-y. Chaque fois que je discute avec toi, ça me... Et la mort dans tout ça? Bah, tu sais, la mort dans tout ça, en fin de compte, nous sommes des événements. L'être humain n'est qu'un événement. Et n'est qu'un événement fait d'une concentration de cellules. Et qui, au moment où nous disparaissons, les cellules disparaissent, mais nos atomes persistent. Nos atomes persistent, et donc, il est possible que je possède des atomes de Pol Pot, de Staline, de Mère Teresa ou de Louis XIV. Hein, je n'en sais rien. Car nos particules, les particules dont nous sommes faites, sont quasi éternelles. Donc, les corps ne sont qu'un événement temporaire de concentration d'atomes qui créent des cellules qui deviennent ensemble des organes et qui créent un organisme et un être humain. C'est tout. Nous sommes une espèce d'émergence temporaire
Hein. Nous naissons, nous croissons, nous décroissons et nous mourrons. Le terme de mort est terrible parce que c'est la disparition d'un être, donc d'un être cher. C'est ça qui est terrible. Mais en même temps, c'est une évolution naturelle qui permet que d'autres naissent à partir de ce qu'on laisse dans la Terre, hein, des particules que nous laissons. Donc il faut le voir un peu. C'est peut-être que je dirais, on est dans une vision en plus de tradition chrétienne en Europe, où on a à tous les calvaires que l'on croise sur les routes de campagne ou dans les églises, on voit quand même un Christ cloué sur une croix avec une couronne d'épines sur la tête, une lance qui lui a une plaie d'une lance dans le thorax et le dos flagellé. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que cette souffrance rédemptrice. Hein. On vit dans ce drame. Et moi, je serais plus tenté là-dessus par les expériences orientales d'une relation à la vie et à la mort beaucoup plus apaisée. Hein, beaucoup plus apaisée. Et je m'intéresse effectivement, sans du tout, je ne pratique pas, mais je m'intéresse au confucianisme, au bouddhisme, au taoïsme. C'est tout à fait passionnant de voir comment l'Asie pense autrement le monde et l'humain. Et nous aurons beaucoup à apprendre d'eux. Hein. Je pense que le grand débat de demain sera cette confrontation culturelle et presque mystique de civilisations qui ne voient pas les choses de la même façon. C'est cela notre richesse interne, beaucoup plus que de nous imposer, c'est de partager. Et c'est vrai que l'Asie est dans le temps long, et notamment la Chine, je l'ai déjà dit et je le répète, alors que nous en Occident, nous avons accéléré en pédalant de plus en plus vite à nous casser les reins. Il va falloir revenir à cette sagesse du temps, voilà, sans doute, et de la perception du temps de nos corps, le temps que nous vivons. S'il faut prendre le temps des choses, il y a une notion qui, à mon avis, est absolument essentielle, c'est que le temps passe de manière pleine quand les humains communiquent. Oui. Mais communiquent vraiment. Oui. Que ce que tu disais, c'est Aristote qui se promène sur la plage avec ses élèves et qui introduit une discussion et qui ralentit. Et tout ralentit. Comment on fait à l'heure actuelle dans des organisations telles que les nôtres pour retrouver cette possibilité de discussion, de partage, de co-création, de co-construction des choses? Parce qu'on est quand même à chaque fois sur des oppositions de phase souvent, voire des oppositions de statut, on est toujours sur des plans de clivage et on est toujours sur des murs, d'un côté ou de l'autre. Oui. Et comment on va remettre de la porosité qui va peut-être fondre cette notion de temps et calmer un peu les choses entre les différents morceaux de cette société qui va un peu dans tous les sens, quoi. Alors, plus on se désagrège, ce qui est le cas aujourd'hui, je dirais, plus la société se désagrège, plus elle se réunit. Dans des réunions factices, je dirais, où à force de PowerPoint totalement inutile, c'est insupportable. Je suis très heureux, tu vois, ça fait maintenant près d'une heure qu'on échange tous, mais on n'a pas l'un d'entre nous n'a mis une image de PowerPoint en disant je vais vous montrer. Qu'on arrête, que l'on parle, que l'on s'explique et que l'on cesse de faire des cours et de multiplier la réunionnite, notamment dans les ministères, c'est devenu effrayant. Effrayant. On passe son temps en réunion sans ne rien faire. Et donc, je pense qu'il va falloir s'arrêter et revenir à l'essentiel du noyau, du petit noyau local qui doit faire au quotidien avant de passer au plus général. Et c'est toute l'évolution de notre système de santé à partir des maisons de santé pluridisciplinaires qui doivent être le noyau de l'action et de la réflexion qui remontera ensuite au CPTS et qui ira avec les CPTS et les GHT, si ces derniers persistent tellement ils sont mal foutus, de façon à pouvoir réorganiser à partir du terrain une prise en charge optimale de celles et de ceux qui en ont besoin. Mais ça passe par la conjonction de quelques acteurs de terrain au départ. Et on ne fera pas la même chose partout en France, qu'on arrête de faire du national quand on peut faire du local. Et que la prise en charge à Brest, pour revenir sur la Bretagne, ne sera pas la même qu'en Alsace, dans le Nord ou chez les Ch'tis. Voilà, ou chez les Bocaux. Il faut savoir laisser garder la culture des terroirs. C'est là où on se retrouve. Et c'est là où on peut créer, je pense, de bonnes synergies ensemble
et en remontant peu à peu vers du national. Je milite beaucoup pour que, là encore, les régions puissent acquérir, dans ce sens, peut-être les 2 tiers de ce qu'on dépense par tête de Français, 3 600 € par an, en matière de santé, qui devrait être dévolu aux régions et aux départements et aux communes, hein, de façon à être au plus près du terrain, gardant pour l'État les grandes causes sanitaires, les plans cancer, Alzheimer, les pandémies, les accidents industriels, les pollutions nucléaires et autres, mais qu'on fiche la paix aux acteurs qui n'en peuvent plus d'être contraints par une réunionite aiguë, hein, une diarrhée insupportable d'arrêtés, d'ordonnances, de circulaires, de règlements et de normes, mais qui nous détruisent complètement. Il faut mettre tout ça à la poubelle en laissant faire les acteurs avec un seul mot, et je pense que c'est, pour moi, le plus beau des mots, c'est la confiance. Laissons faire les gens. Et quand je vois tout bêtement, quand on organise ça, mais ça doit être pareil pour toi, quand je vois la somme des dossiers qu'il faut remplir, hein, à centaines de pages avec le service juridique, la compliance et tout ça, on perd un temps pour des détails, mais c'est monstrueux, c'est monstrueux. Il faut taper dans la main. Allez, contrat, top, comme les maquignons, hein, sur la place du marché qui s'échangeaient des bêtes. Qu'est-ce que c'est que ça? On a fait quoi? Un monde de fous et qui rend les gens malheureux, malades, malades. Donc la simplicité, la confiance et la simplicité, ce sont les 2 vertus qu'il faut que nous développions ensemble, hein, vraiment. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a quand même une problématique fondamentale, c'est que on a une stratégie nationale de santé qui va partir pour, si on parle des temporalités, qui va bientôt émerger en 2024 pour 10 ans, on va dire. Oui. On a des projets régionaux de santé dans chacune des ARS qui, eux, sont prêts à partir maintenant pour 3-4 ans. Et puis, on a un PLFSS qui est annuel. Oui. Et qui règle rien du tout, en fin de compte, qui est simplement une espèce de péréquation économique à un système qui va pas bien. Comment on fait pour régler ces temporalités entre acteurs, sans même parler des acteurs à l'extérieur du domaine de la santé, que sont le politique, que sont d'autres... On annule le PLFSS, ça n'a aucun sens. On perd un temps, des semaines au Parlement pour rien, avec des milliers d'amendements. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais on fait quoi? C'est la honte. Comment ose-t-on déposer des amendements où à la virgule près, ça en fait un autre? Mais comment l'Assemblée nationale n'a même pas pensé elle-même à réduire ces amendements fantoches qui ne sont là que pour encombrer? Non, mais c'est une honte. L'obstruction parlementaire est un scandale. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit sur des durées de 4-5 ans minimum, de façon à pouvoir mettre en place, alors avec de l'évaluation régulière entre nous, et sans que ce soit une sanction. Nous avons un mode d'évaluation en France qui est le bonnet d'âne. Hein. Tu n'as pas bien fait, alors tu vas au coin et tu te retournes et tu restes 1 heure. Quand on regarde les États-Unis, les pays anglo-saxons, et l'Angleterre et les États-Unis, on a un mode d'évaluation promotion. Ah, écoute, voilà ce que tu as fait, tu peux encore mieux faire. Allez, vas-y, on va te donner les moyens, on va t'aider. C'est totalement différent. Et je pense que nous avons à apprendre d'eux et qu'il faut beaucoup moins légiférer, qu'on a un Parlement beaucoup trop gros, beaucoup trop de députés, beaucoup trop de députés. Le nombre de sénateurs est correct, à peu près, mais on devrait avoir autant de députés que de sénateurs. Qu'est-ce que c'est que ça d'avoir 2 fois plus de députés que de sénateurs? C'est un gâchis d'abord financier. Et ce n'est pas efficace. Donc, il faut revoir, il faut transformer le politique. Il faut passer à une autre république. Je suis désolé, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'on ne peut pas rester sur ce qui a été créé. Il faut garder ce qui était bien sous la 5e, et réviser ce qui ne va pas, et aller à une 6e qui soit adaptée au temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire adaptée à l'écoute de proximité, avant tout. C'est la recherche fondamentale de tous les citoyens de ce pays. Je crois que tu as parfaitement raison. À titre d'exemple, le nombre de députés en Inde, tu sais à combien il s'établit? En France, on en a 577. Oui. Ils sont 788 pour 1,4 milliard. Oui, pour 1 milliard 400 millions, mais c'est fou ça. C'est fou, c'est fou. Cela dit, ils sont super corrompus. Ils vivent très très bien. Bon, ça c'est autre chose. C'est un autre, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions à poser à Guy? Oui, Richard.
un petit commentaire. Comment gérer, Guy? J'ai bien aimé parce que tu dis ça marche mieux aux États-Unis, etc. Et à l'inverse, c'est les États-Unis quand même qui nous polluent sur le plan de la temporalité, sur le plan de la lumière, sur le plan du wokisme. Donc, si tu veux, je pense qu'il y a comment pourrons-nous faire pour choisir chez les gens les bonnes influences et pas les mauvaises. Tu vois ce que je veux dire? On est dans un paradoxe total. C'est un vrai souci, ces Américains. Parce que à la fois, il y a des, comme tu le dis, je crois que leur système parlementaire marche probablement mieux que le nôtre, et à la fois, ils sont quand même extrêmement polluants sur notre façon de penser, et en particulier sur notre façon de vivre. Comment tu le vis personnellement? Écoute, non mais l'Américain reste un cow-boy. Il l'a toujours été. C'est un transplanté. C'est qui a conquis son territoire. Il se fait lui-même. Tu te feras tout seul. Personne ne va t'aider. Alors c'est un monde qui est très dur. Hein, très dur. Je ne suis pas un défenseur de l'Amérique. Mais je dis, quand tu regardes nos résultats, pardon, elle est là et on vient de le voir encore. Quand tu vois Joe Biden qui se pointe en Israël, tu te dis, oui, l'Amérique existe encore. Hein. On a beau dire qu'elle perd de la puissance, elle reste la première armée du monde et nous sommes dans des rapports de puissance. Hein. 750 milliards de dollars quand la Chine en met 250 et nous 46. Et l'Allemagne, enfin, va en mettre une centaine. Donc, on ne joue pas dans la même cour. On a un porte-avions atomique. Tu as vu ce qui a été envoyé en face de la Palestine. Hein. 2 porte-avions avec une centaine d'avions sur chacun, des bombes atomiques, des sous-marins, des destroyers en 48 heures. Donc, l'Amérique, oui, elle reste puissante, extraordinairement puissante face à une Chine qui monte. Et le combat, du reste, est entre deux. Nous n'existons plus, malheureusement. La vieille Europe des Lumières a disparu. On est là, on reste un grand marché commun, c'est tout. Et pourtant, Macron est un pro-européen. Son discours de la Sorbonne était fantastique sur l'évolution de l'Europe, mais il n'est pas entendu. Aucun des pays n'en veut. Chacun regarde à sa porte et ne veut surtout pas lâcher un bribe de souveraineté au profit d'une unité plus grande et des 330 millions ou 40 millions, je sais, non, on est combien, 450 millions que nous sommes, quoi. Je veux dire, c'est lamentable. Nous ne pesons pas. Hein. Alors, on se défend, on fait des lois contraignantes, hein, on fait du RGPD à tire-larigot, c'est tout. Mais au point de vue industriel, on fait quoi? Est-ce qu'on inonde le monde de nos produits? Non, 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 non. Nous restons des nations petites, frileuses. Je suis désespéré, moi, de l'évolution de l'Europe. C'est pitoyable, alors que nous avons quand même des traditions culturelles, philosophiques et religieuses superbes, hein, de communication, d'entraide, et nous ne sommes même pas amenés à les distribuer au monde. C'est trop dommage. Je suis très inquiet de l'évolution de notre vieux continent. Hein. Très inquiet. Oui, mon idée, c'est ce paradoxe américain, parce que je partage totalement ton analyse sur les États-Unis, et à l'inverse, c'est une nation qui pollue le monde par le wokisme, par la société, comme tu as dit au départ, c'est le cow-boy, continue à polluer le monde par sa simplicité de raisonnement. Alors le wokisme, oui, tu as raison, mais le wokisme… Il y a une espèce de paradoxe nord-américain que je trouve difficile à faire évoluer, et nous, parce que quand tu interroges les Français, et ils sont à la limite furieux contre les Américains. Ils ne comprennent pas cette notion de puissance. Oui. Ils partent sur l'idée qui nous pollue, le sexe, balance ton porc, tout vient des États-Unis, si tu veux. Oui, oui. Alors, non, mais le wokisme est une bulle épouvantable. Épouvantable, je la combats, je la refuse absolument. Et là-dessus, nous sommes intelligents. Ça ne prend pas en France. Ça prend très, très mal. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on voit bien. Et du reste, ça agace considérablement les universitaires américains, parce que c'est parti des universités, ce truc-là, d'espèce de folie d'étudiants à la ramasse. Enfin, je veux dire, arrêtons. Il y a le pire et le meilleur, comme tu le dis, aux États-Unis, et ce wokisme, à mon avis, est temporaire. Et je pense que nous avons raison de résister, c'est nous qui gagnerons, parce que ce n'est pas l'avenir, bien évidemment. Là, je te suis là-dessus. Mais je ne suis pas inquiet. C'est une espèce de bulle qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas, et ça ne prend pas dans le reste du monde, globalement. Non, ça reste un débat d'intellectuels un peu foireux et culpabilisés. Oui. Et qui essaie de rebâtir un projet sociétal sur la base de petites tribus et d'ethnies exactement, qui n'en font pas un projet compatible avec des valeurs républicaines d'ailleurs. Guy, on va
on va peut-être s'arrêter oui, là. Tout à fait. Parce qu'on a discuté et que tout ça, il faut que maintenant on le digère. Mais tous, absolument. On s'en imprègne justement pour pouvoir rebondir dessus. Je crois que tu vois, voilà, le commentaire qui vient de s'afficher, c'était passionnant. On a besoin de ces moments-là. Il faut qu'on refasse ce genre de café, tu vois, où on essaie de... Voilà, on échange comme ça sur l'évolution du monde. C'est important sous des thématiques un peu plus rétrécies qui permettent effectivement des éclairages. Tout à fait. Moi, tu as raison et fais-le. On t'encourage et on sera là pour participer. Tout à fait. Tout à fait. C'est une très bonne idée. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Et alors, je vais faire quelques annonces. On a donc un colloque prochainement le 8 et 9 novembre sur One Health, justement. Donc, inscrivez-vous. Ce sera avec grand plaisir. On a pas mal de gens qui s'intéressent à la question et qui vont intervenir dans ce colloque. Et puis, le 15, on organise un colloque aussi avec un de nos do-tanks qui s'appelle Pensons Patients. L'objectif étant de donner aux patients la possibilité, et aux associations, d'apporter vraiment leur expertise en termes d'évaluation et de compréhension des innovations thérapeutiques, plutôt que de satisfaire simplement à la rédaction d'un questionnaire tel qu'il est demandé à l'heure actuelle par la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est un mouvement, on va dire, c'est un mouvement assez profond, avec pas mal d'associations qui nous ont rejoints et qui veulent apporter leur construction à l'édifice de l'évaluation du médicament telle qu'elle est faite à l'heure actuelle. Et puis, on peut se retrouver également le 7 décembre prochain à Dijon pour les États généraux de la santé en région, qui portera encore une fois sur la question du One Health, parce que ça fait partie pour Neil, ça fait partie des objectifs stratégiques tout à fait importants. Et c'était un peu, d'ailleurs, pour te rendre hommage, c'était un peu à la suite du CHAM que tu avais organisé sur ce thème-là. Sur le One Health, oui. Voilà, qui nous avait un peu ouvert les yeux. C'est bien. Voilà. Écoute, en tout cas, merci à toi et merci à toutes et tous d'avoir pu échanger comme ça sur ce qui va nous arriver. Voilà. Bon, on va essayer de rester maître de notre destin quand même. Exactement, exactement. Et merci à tous. Bien sûr, on est là, bien sûr, tout à fait. Allez. Merci à tous et merci encore. Au revoir.